Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour la poursuite de l'étude de l'anatomie des parois de l'abdomen. Et aujourd'hui, ce seront les muscles abdominaux antérolatéraux, c'est-à-dire la paroi abdominale antérolatérale, qui est la plus importante fonctionnellement et, on va dire aussi, esthétiquement. Je vous rappelle le petit schéma que nous avions fait en anatomie hier, dans la précédente séance, sur ces muscles, avec donc l'existence d'un ruban antérieur qui est le droit de l'abdomen, qui est un muscle polygastrique. Puis nous trouvons 3 couches de muscles concentriques qui viennent en arrière vers la colonne. Et nous avons donc ici l'oblique externe, puis nous avons l'oblique interne, et enfin nous avons le transverse, ceci de façon donc très schématique. Ce sont des muscles plats qu'on appelle également muscles larges et qui vont s'insérer en partie par des tendons aplatis qu'on appelle aponévroses et se terminer par des tendons aplatis qui sont également des aponévroses. Ces tendons aplatis vont venir constituer une gaine fibreuse, nous la verrons en détail, une gaine fibreuse pour le muscle droit de l'abdomen, la gaine du muscle droit, et entre les deux côtés, sur la ligne médiane, il y a un entrelacement des fibres qui forment la ligne blanche. Ici, nous pouvons placer en arrière, très schématiquement, la région donc vertébrale. Voici donc ces éléments. Je ne reviens pas sur le détail, simplement nous allons suivre finalement ce plan. Nous allons commencer par le muscle droit de l'abdomen, ce ruban, puis nous verrons ensuite les 3 couches de muscles larges de la superficie vers la profondeur. Pour cela, nous allons construire une vue très classique de face de l'ensemble ici du tronc en un premier temps, où nous pourrons mettre les régions donc, du rebord costal, qui est constitué, je vous rappelle, par 7e, 8e, 9e arcs chondrocostaux, et qui possède à la fois une partie osseuse et une partie cartilagineuse. La partie supérieure du thorax va venir être rétrécie. L'orifice supérieur du thorax est formé par la première côte et c'est donc un orifice rétréci qui va nous mener à l'incisure jugulaire du sternum. Puis nous allons pouvoir placer comme autre repère, je n'appuie pas trop puisque les éléments osseux vont disparaître sous les muscles, nous allons trouver comme autre repère les épines iliaques antérieures et supérieures qui sont toujours, elles, bien visibles et ou palpables. Donc, si elles ne sont pas visibles, elles ne sont de toute façon palpables à travers le tissu adipeux. Puis, d'un point de vue osseux, vers le bas, nous pourrons mettre la région de la symphyse pubienne, donc entre les 2 os coxaux, droit et gauche. Nous pouvons rappeler ici l'existence donc du disque interpubien, analogue d'un disque intervertébral, mais on va dire dans l'autre sens, avec des fibres horizontales, et rappeler également l'existence du ligament inguinal, dont nous reparlerons, qui est un faux ligament, puisqu'il est tendu, ce sont des fibres tendues au sein d'un même os, entre l'épine iliaque antérieure et supérieure et l'épine du pubis. Donc voici ici ce ligament inguinal qui, en quelque sorte par définition, vient marquer la limite entre le tronc, que nous étudions, et la paroi abdominale d'une part, et le membre inférieur d'autre part. Au-dessus, la paroi abdominale, en dessous, la région du trigone fémoral, c'est-à-dire la région antérieure de la hanche. Nous allons voir tout d'abord donc ce muscle droit de l'abdomen. On disait autrefois le muscle grand droit de l'abdomen, mais comme il n'y a pas de muscle petit droit, on dit muscle droit tout court, muscle rectus abdominis, muscle droit de l'abdomen, donc un muscle droit, un muscle gauche. Nous allons commencer ici par le représenter du côté gauche. Nous compléterons ensuite les éléments avec la gaine du muscle droit sur l'autre partie. Un repère bien sûr toujours important est l'ombilique, qui se projette au niveau du sommet des crêtes iliaques, donc on est au-dessus des épines iliaques, sur la crête iliaque, et qui se projette au niveau L4,
quatrième corps vertébral lombaire, c'est aussi la bifurcation aortique, comme on le répète régulièrement. Le muscle droit de l'abdomen est donc un muscle polygastrique rubané qui va s'insérer par 3 digitations sur les 5e, 6e et 7e côtes. Donc 5e qui remonte la plus haut et qui est la plus latérale, 6e et 7e côte, et c'est un muscle rubané qui est assez aplati vers le haut et qui devient plus épais tout en se rétrécissant en largeur vers le bas. Voici ici les contours de ce muscle droit de l'abdomen qui donc s'insère sur les 5e, 6e, 7e arcs costaux en exothoracique, en périthoracique, et ce muscle va venir se terminer par un tendon dont nous reparlerons plus en détail par la suite, tendon ici terminal du muscle droit de l'abdomen qui va se faire sur la symphyse pubienne, au niveau de la symphyse pubienne et du pubis. C'est un muscle qui est polygastrique, c'est le seul muscle polygastrique du corps humain qui va présenter des intersections tendineuses et donc une succession de corps musculaires séparés par des intersections tendineuses. Il y a en général une intersection tendineuse au niveau du 9e arc costal. Il y a en général une insertion au niveau du 10e arc costal, c'est-à-dire la partie la plus basse du thorax. On est au niveau de L2. Et il y a en général une intersection au niveau de l'ombilic. Toutefois, ceci est très variable suivant les individus. Il peut y avoir des intersections tendineuses supplémentaires et notamment on peut trouver une intersection incomplète, parfois une partie plus basse. Et ce n'est pas obligatoirement symétrique entre le côté droit et le côté gauche. Vous voyez donc qu'il se forme des corps musculaires successifs. Donc classiquement, il y en a 4. Et donc qui ont une forme soit de carré, soit de type rectangulaire. Et voici ces fibres de ce muscle droit de l'abdomen, donc polygastrique, avec ses corps musculaires séparés par les intersections tendineuses. Les fibres sont donc ici verticales, et c'est une particularité que d'avoir ce long muscle rubané vertical sur la paroi antérieure. Nous l'avions vu dans l'organisation générale avec donc l'aspect en coupe. Muscle antérieur ici, et nous le verrons, qui sera contenu dans la gaine du muscle droit de l'abdomen. Ces intersections tendineuses sont donc du tissu fibre pure. Il n'y a pas de contraction à ce niveau. Et inversement, les corps musculaires, eux, peuvent se contracter et donc augmenter de volume. Ce qui signifie qu'au niveau des corps musculaires, on aura quelque chose de convexe, alors qu'on va avoir un sillon au niveau des intersections tendineuses. Et vous voyez que si l'on prend le côté opposé, on aura une figure caractéristique sur laquelle nous reviendrons. Donc voici ici ce muscle droit de l'abdomen. Le plan pour les muscles est toujours le même, origine, trajet, terminaison, innervation, action. L'innervation va être une innervation de type métamérique, c'est-à-dire à plusieurs étages venant d'une succession de branches antérieures des nerfs spinaux, et en l'occurrence, eh bien, ce seront les nerfs intercostaux du 5e au 12e. Donc 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e nerfs intercostaux qui viennent ici innerver de manière métamérique ce muscle. Les intersections tendineuses ont été comparées, comme un vestige de la métamérie, ont été comparées à des formes de côtes antérieures, mais qui ne sont pas osseuses et qui sont fibreuses. C'est la trace de cette métamérie du tronc des vertébrés. Nous pouvons ici donc rappeler simplement sur un tout petit schéma la définition d'un muscle polygastrique. On peut le mettre dans n'importe quel sens. Un muscle polygastrique, si on fait ça de façon très schématique, je vous rappelle, c'est un corps musculaire et un deuxième corps musculaire qui est ici en série.
contrairement aux muscles biceps ou triceps, où on a quelque chose qui est une notion en parallèle. Donc en série, ici ça pourrait être un muscle digastrique, il y en a plusieurs dans le corps humain, l'homoïdien et le muscle digastrique proprement dit, et polygastrique, plusieurs ventres. Nous avons ici donc ce premier muscle et nous allons maintenant passer au muscle large, au muscle suivant, et nous compléterons progressivement des éléments. Nous allons à présent voir le premier des muscles larges, qui est le muscle oblique externe de l'abdomen. On l'appelait aussi autrefois le grand oblique, muscle oblique externe de l'abdomen ou grand oblique, qui va s'insérer sur les 8 dernières côtes. Alors les 8 dernières côtes, ça veut dire de la 5e à la 12e, par des digitations musculaires étagées et qui viennent former un aspect en quelque sorte denté. Ils disparaîtront, et on fera une vue un petit peu plus loin, les dentations ici du muscle oblique externe vont disparaître en partie sous le muscle grand pectoral qui sera un rapport et que nous placerons ensuite. Ce muscle oblique externe va présenter, de par ses digitations, des fibres qui vont être obliques vers le bas et le dedans. Et on dit qu'elles sont classiquement obliques comme l'axe du membre supérieur lorsqu'on rejoint les deux mains pendant le long du corps. Donc oblique vers le bas et le dedans. Nous allons trouver ici la périphérie, le bord latéral de ce muscle qui vient être charnu jusqu'à hauteur de la crête iliaque et ici souvent former un relief musculaire très caractéristique que l'on voit notamment sur les statues de l'Antiquité. Nous allons voir que ce muscle se termine par un tendon qui est aplati, donc une aponévrose, et que la partie musculaire va s'arrêter exactement au bord latéral du muscle droit de l'abdomen. De même, la partie musculaire s'arrêtera à hauteur de l'angle de l'épine iliaque antérieure et supérieure. C'est ce qu'on appelle l'angle charnu du muscle oblique externe. Voici ici cette jonction entre la partie musculaire et la partie charnue, avec ici cet angle charnu de l'oblique externe, donc à hauteur de la ligne des épines iliaques antérieures et supérieures. Il y a donc plusieurs digitations qui sont formées, et en particulier, nous allons trouver des digitations qui partent donc du 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e arc. Et voici ces digitations qui sont donc dans leur ensemble obliques vers le bas et le dedans. C'est la partie charnue du muscle. Donc c'est globalement, en vue antérieure, un aspect rectangulaire. Nous verrons la vue de profil dans un instant. Et nous trouvons ici ces fibres qui sont obliques vers le bas et l'avant. Là aussi, c'est une partie musculaire, donc qui peut, suivant le développement musculaire de chacun, suivant l'exercice, suivant l'activité professionnelle, peuvent prendre plus ou moins de développement volumique. Voici ici ce muscle oblique externe le plus superficiel. Ce muscle oblique externe va se jeter sur un tendon aplati qui forme donc une aponévrose. Et cette aponévrose va venir participer à la constitution de la gaine du muscle droit de l'abdomen, comme nous allons le voir tout de suite. Voici ici donc ces digitations de l'oblique externe. Et les parties musculaires que nous venons de représenter, muscles plats, viennent donc se terminer sur des fibres tendineuses qui vont avoir une orientation variable suivant le niveau. Les plus hautes vont ici être légèrement obliques vers le bas et le dedans, et puis plus on va descendre dans les insertions, plus on aura une obliquité importante. Donc nous allons avoir ici ces fibres musculaires qui, se terminant dans la jonction musculo-tendineuse, vont participer à la gaine du droit de l'abdomen, que l'on va représenter ici à présent,
vert clair. Et donc, nous sommes là sur la poursuite de chaque fibre. Vers le haut, ces fibres sont presque horizontales, puis vont devenir de plus en plus verticales, pour former la gaine du muscle droit que nous représentons ici. Voilà cette gaine du muscle droit, c'est le feuillet antérieur de la gaine, qui est constitué par l'aponévrose de l'oblique externe. Et donc là, bien entendu, c'est quelque chose d'extrêmement fin, à peu près l'épaisseur du tissu d'une chemise, et c'est inextensible, c'est du tissu fibreux. Nous voyons ici que la partie basse, le bord libre de l'aponévrose de l'oblique externe, vient constituer le ligament inguinal. Donc le ligament inguinal, c'est une construction que l'on fait en dissection pour bien séparer les éléments entre l'abdomen et le membre inférieur, et que l'on laisse parfois sur un bassin en os sec, isolé. Ce n'est pas un tendon, ce n'est pas un ligament, c'est bien le tendon de l'oblique externe. Donc si nous regardons ces fibres, eh bien, nous allons voir qu'elles ont ici une même orientation que les fibres tendineuses, que celles des fibres musculaires. Et donc, on va avoir ici une obliquité de ces fibres. Le feuillet antérieur, ici, de la gaine du droit de l'abdomen, nous referons des coupes, est constitué également par des fibres qui viennent du muscle du côté opposé, de l'oblique externe du côté opposé. Comme ces fibres pourraient se poursuivre également du côté opposé, ce qui fait qu'on va avoir un aspect légèrement ici entrecroisé au niveau de cette gaine. Ce qui est important de voir, c'est la partie tendineuse qui naît, ou aponévrotique, donc aponévrose étant un tendon aplati, qui naît de la 9e digitation du muscle oblique externe, et cette 9e digitation, c'est celle qui vient former l'angle charnu. Donc nous sommes ici sur l'angle charnu du muscle, et nous avons là la poursuite par la partie tendineuse. Et en l'occurrence, nous allons trouver là un écartement qui va se faire de fibres tendineuses, formant ce qu'on appelle le pilier médial et le pilier latéral, qui viendront délimiter l'orifice ou anneau externe du canal inguinal. Donc nous reverrons cela dans un cours spécifique et de façon extrêmement agrandie. Donc ici, l'orifice externe du canal inguinal qui est formé par l'écartement des fibres de l'oblique externe, l'aponévrose, du tendon aplati de l'oblique externe, donc avec des fibres ici qui viennent délimiter cet anneau. Puis, ces fibres vont venir constituer le ligament inguinal. Et enfin, pour les digitations les plus inférieures, 10e, 11e, 12e, la terminaison du muscle se fait sur le bord latéral de la crête iliaque, comme nous le reverrons. Entre le côté droit et le côté gauche, entre les deux gaines, il y a du tissu fibreux, c'est ce qu'on appelle la ligne blanche, nous l'avions évoqué en anatomie générale. Au-dessus de l'ombilic, les deux muscles droits sont relativement écartés. Du côté gauche, nous avons conservé la gaine. Du côté droit, nous avons conservé la gaine. Du côté gauche, nous l'avons ouverte. Donc, les muscles sont relativement écartés et nous avons là ce qu'on appelle la partie rubanée de la ligne blanche. Nous le reverrons sur des coupes. Partie rubanée de la ligne blanche, alors que sous l'ombilic, les deux muscles droits de l'abdomen sont beaucoup plus rapprochés, presque en contact, et ce n'est là plus qu'une ligne blanche, et c'est ce qu'on appelle la partie linéaire de la ligne blanche. Partie rubanée, partie linéaire. En effet, vers le bas, les muscles droits se rapprochent, sont un peu plus étroits, un peu plus épais. Cette ligne blanche se termine vers le bas par une sorte de dilatation des fibres tendineuses
qui forment ce qu'on appelle l'adminiculum de la ligne blanche. Donc voici ici pour cette vue et cette gaine. Nous allons maintenant reprendre ces éléments sur un certain nombre d'autres schémas. Et nous allons notamment faire un schéma en vue ici latérale, en vue de profil. Ce sera extrêmement simplifié, mais nous aurons ici donc la lordose cervicale, la syphose thoracique, la lordose lombale, la syphose sacro-coccygienne et du bassin. Nous pouvons placer ici la crête iliaque jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure. Puis c'est ici l'orifice antérieur ou le bord antérieur du bassin qui nous mène à l'épine iliaque, puis le bord inférieur qui nous mène à la tubérosité ischiatique. Et ce sera là la région glutéale. Je n'entre pas dans le détail ici. Puis nous pouvons faire partir de cela les contours cutanés de cette paroi abdominale, où nous pourrons placer au niveau de L4 l'ombilic, L4 sommet de la crête iliaque. Nous allons placer également vers le haut la partie basse de la cage thoracique. La partie la plus basse, c'est le 10e arc qui descend jusqu'à L2 et ensuite on remonte par le rebord costal jusqu'au niveau du processus xiphoïde. Donc voici ici la partie basse du thorax avec très schématiquement la 12e côte, la 11e et l'arc, le 10e arc chondrocostal ici, et nous aurions la suite du thorax. Donc nous sommes là au point de vue repère, en L2 pour la partie la plus basse du thorax, et nous sommes en L4 pour la partie la plus haute, le sommet de la crête iliaque. Nous allons placer vers l'avant, donc vu en enfilade, le muscle droit de l'abdomen. Voici ici ce muscle droit de l'abdomen qui va se terminer sur la symphyse pubienne, sur la région symphysaire, avec un certain nombre d'intersections donc au niveau du 9e, 10e cartilage et en général au niveau de l'ombilic. Donc là, le muscle est vu en enfilade, donc il apparaît très peu épais, très peu large. Voici le droit de l'abdomen. Et nous allons maintenant pouvoir voir les fibres de l'oblique externe sur cette vue latérale. Fibres qui vont donc s'insérer sur les 8 derniers arcs costaux du 5e au 12e, venant former donc des digitations qui viennent s'arrêter d'un point de vue musculaire au bord latéral du muscle droit de l'abdomen et au niveau de l'épine iliaque antérieure et supérieure, formant l'angle charnu du muscle. La 9e digitation, ici nous l'avons dit, vient former l'angle charnu, la voici. Nous avons les digitations supérieures qui viennent participer donc à la gaine du muscle droit de l'abdomen. Et puis, une fois qu'il n'y a plus de place ici d'insertion sur la gaine, sur la région du ligament inguinal, eh bien, les digitations viennent ici s'insérer sur la crête iliaque, sur son versant externe. Donc voici ici en vue latérale ce muscle oblique externe avec ses fibres qui sont donc obliques vers le bas, vers l'avant et le dedans, constituant par le tendon aplati aponévrose le feuillet antérieur de la gaine du muscle droit, puis venant s'insérer sur la crête iliaque, c'est la lèvre latérale de la crête iliaque. Nous pouvons représenter la portion tendineuse, ici, qui poursuivra les éléments. Nous ne la verrons pas dans son plein développement puisque nous sommes de profil, mais nous pourrons ici représenter eh bien, la partie basse et notamment ce ligament inguinal ici et le départ des fibres tendineuses
qui viennent constituer la gaine que nous avons ouverte. Voici ce muscle oblique externe de l'abdomen jusqu'au ligament inguinal. Nous pouvons évoquer la fonction. Nous aurions d'ailleurs dû faire action déjà pour le muscle droit de l'abdomen. Ça va être facile à reprendre maintenant. Donc, action de ces muscles. Cette action va, pour le droit de l'abdomen, vous le comprenez, puisqu'il est antérieur, va rapprocher le bord inférieur du thorax de la région pubienne. C'est-à-dire que c'est une flexion du tronc sur le bassin. Attention, c'est une confusion fréquente. Vous voyez bien que le muscle ne va pas jusqu'au membre inférieur. Donc il est tout à fait inutile de faire des mouvements du membre inférieur en tout cas pour être tout à fait efficace dans une musculation de la paroi abdominale. Donc ça, c'est pour le droit de l'abdomen. C'est une flexion du tronc sur le bassin. Lorsque l'on prend maintenant l'oblique externe, l'innervation va se faire de nouveau par des branches successives de la 5e à la 12e de nerfs intercostaux. Donc c'est un aspect métamérique, en gros chacune des digitations. Et au point de vue action, nous avons maintenant des fibres qui sont obliques. D'une part, si l'on regarde dans le plan frontal, vu l'obliquité des fibres, on va avoir de l'inclinaison qui sera du même côté que le muscle. On parle d'inclinaison homolatérale. Donc, pour muscler cela, il suffit de prendre, par exemple, un poids d'un côté et en vous relevant, vous allez jouer sur cette inclinaison latérale qui sera celle du côté opposé. J'ai un poids ici et pour incliner, je suis obligé de contracter le côté opposé. Donc, ces inclinaisons latérales avec des poids vont permettre de muscler cet oblique externe dans ces mouvements d'inclinaison latérale. Donc, inclinateur homolatéral. Ensuite, comme il part notamment de l'avant du thorax et qu'il s'enroule de l'arrière vers l'avant, il aura une action de flexion. Flexion qui est bien une flexion du thorax sur le pelvis. Puis, comme il y a un aspect spiralé et des fibres qui sont obliques vers le bas et le dedans, vous imaginez une fibre moyenne qui se contracte, on va également avoir de la rotation contralatérale. On va amener le bord inférieur du thorax d'un côté vers le pelvis de l'autre côté, rotation contralatérale. Donc, l'oblique externe est fléchisseur, inclinateur homolatéral, rotateur contralatéral. Nous pouvons effectivement travailler ce muscle oblique ainsi que le droit en imaginant ici deux possibilités. Vous pouvez avoir une première possibilité, c'est quelqu'un qui va être allongé ici et qui vient par rapport au membre inférieur, ici le tronc, qui va venir par rapport au membre inférieur se relever. Et donc là, nous avons bien une contraction en flexion de ces muscles. Donc, flexion du tronc sur le bassin. L'autre possibilité, elle est effectivement complètement à plat ou inclinée, ici, de relever les membres inférieurs. Mais en fait, quand on fait ce mouvement, ce n'est pas le membre inférieur auquel il faut penser, mais bien au bassin. En fait, c'est une flexion du tronc, du thorax sur le bassin. Et si l'on considérait uniquement, et on en reparlera avec la paroi postérieure, uniquement le mouvement du membre inférieur, ce ne sont pas les abdominaux qui sont importants, mais c'est le muscle iliopsoas. Donc ça, c'est un premier mouvement donc, de flexion dans le plan frontal. Le deuxième mouvement qu'on a évoqué, eh bien, c'est le mouvement d'inclinaison homolatérale, avec ici un tronc, des membres inférieurs, membres supérieurs, et donc ici, l'inclinaison homolatérale est liée à l'oblique externe. Bien sûr, on peut avoir la même chose de l'autre côté. Inclinaison homolatérale. Cette inclinaison peut être faite donc contre résistance. Si vous avez un poids d'un côté, eh bien, pour vous relever, vous faites de l'inclinaison du côté opposé.
Et enfin, nous avons la composante donc de rotation qui est extrêmement intéressante pour la musculation de l'oblique externe. Cette composante, c'est ici par exemple quelqu'un qui serait assis sur un banc, donc ici assis sur un banc, et qui va tenir une barre, on va la mettre d'une autre couleur, éventuellement qui passe derrière la tête, et ceci donne donc un certain poids contre lequel il faut lutter. Donc ici, on va mettre éventuellement des éléments, ça n'a pas besoin d'être lourd. Et là, ce qui va être important, eh bien, c'est de la rotation. Rotation, ici, d'un côté et de l'autre, et sachant que l'oblique externe fait de la rotation homolatérale. Donc ici, nous sommes sur l'oblique externe, anciennement grand oblique externe, avec donc flexion, inclinaison homolatérale et rotation contralatérale. Nous allons ensuite voir la couche suivante qui sera le muscle oblique interne. Le muscle oblique interne va être le plus épais, à peu près 5-6 mm, alors que l'oblique externe a 2-3 mm, et va avoir une orientation des fibres qui est perpendiculaire à la précédente, c'est-à-dire que nous allons remonter vers le haut et le dedans. Pour voir cela, nous allons ici avoir coupé sur la moitié droite, coupé l'oblique externe, que nous voyons ici s'insérer sur la partie latérale de la crête iliaque. Voilà ici ce muscle que nous avons ici sectionné. Puis, vers le haut, nous aurons sectionné eh bien, des digitations de ce muscle oblique externe afin d'avoir une fenêtre sous-jacente. Nous allons voir que le muscle oblique interne est situé de même niveau que le thorax. L'insertion est en général décrite depuis le bas et nous allons faire remonter les fibres. Voici ici ces fibres qui partiront de la crête iliaque et qui vont remonter obliquement vers le haut et le dedans, donc à 90 degrés par rapport à ce que nous avons vu pour l'oblique externe. Les fibres les plus hautes remontent très fortement et les fibres basses qui s'insèrent à proximité de l'épine iliaque antérieure et supérieure sont quasiment horizontales. Enfin, les fibres les plus inférieures, donc sur l'épine iliaque antérieure et inférieure, viennent ici former un bord musculaire qui est presque parallèle au ligament inguinal et qui est maintenant donc descendant vers la symphyse pubienne, vers le bas et le dedans. Voici donc ces fibres. Et finalement, pour la partie principale du muscle, nous avons ici quelque chose qui est avec des fibres ascendantes, mais pour la partie inférieure, nous avons quelque chose qui ressemble à un éventail. Voici ici donc ces fibres, nous allons les reprendre sur la vue de profil dans un instant. Oblique externe, oblique interne que je mets ici en bleu et qui lui-même va venir se terminer sur un tendon aplati, c'est-à-dire sur une aponévrose, constituant à la fois le feuillet antérieur et le feuillet postérieur de la gaine du droit de l'abdomen par un dédoublement. Nous pouvons, on va prolonger ici un tout petit peu l'oblique externe jusqu'au niveau du rebord costal. Et nous allons maintenant revoir ce muscle oblique interne sur une vue de profil. En fait, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la partie basse. On ne va pas obligatoirement remonter très haut. Voici ici la syphose thoracique, la lordose lombale et la syphose sacro-coccygienne.
Nous pouvons placer ici la crête iliaque qui va nous mener à l'épine iliaque antérieure et supérieure. Puis c'est le bord antérieur de l'os qui nous mène à la symphyse pubienne. Et ici, bien sûr, nous aurions la région de l'acétabulum et l'articulation coxofémorale. Nous pouvons placer ici la région de la paroi antérieure de l'abdomen avec l'ombilique qui est au niveau de L4, sommet de la crête iliaque, bifurcation aortique, repère donc important. Puis nous allons mettre ici vers le haut la partie basse de la cage thoracique qui descend jusqu'au 10e arc, c'est-à-dire L2, 12e côte, 11e côte, 10e arc que voici. À présent, donc, en général, la description, c'est une question de convention, se fait du bas vers le haut pour l'oblique interne. Et nous allons à nouveau retrouver la colonne musculaire du droit de l'abdomen, ici, donc, qui est vue en enfilade, puisque c'est un ruban, qui va aller s'insérer sur la région pubienne par son tendon terminal. Voici. Et donc, à présent, les intersections tendineuses. Et à présent, nous avons cet oblique interne. L'oblique interne qui part donc de la crête iliaque dans ses 4/5e antérieurs et qui va avoir des fibres ascendantes avec plusieurs digitations comme auparavant qui vont remonter vers les 12e, 11e, 9e, 8e, 7e arcs costaux. Voici ces fibres ascendantes. Puis, lorsqu'il n'y a plus de place, si je puis dire, sur les arcs costaux, eh bien, ce sera une terminaison aponévrotique qui se fait à distance du muscle droit de l'abdomen avec ce qu'on appelle la ligne arquée, et donc ces fibres ici ascendantes. Puis à partir du niveau de l'épine iliaque, on l'a dit, les fibres deviennent horizontales, et puis ici descendantes. Ce sont donc là des fibres qui ont maintenant, après les insertions costales, qui ont une terminaison tendineuse, tendon aplati, c'est-à-dire une aponévrose, c'est l'aponévrose de l'oblique interne. Cette aponévrose, et on le reverra, vient se dédoubler pour participer à la fois au feuillet antérieur et au feuillet postérieur de la gaine du droit de l'abdomen. Donc, insertion d'origine ici sur la crête iliaque, c'est la partie moyenne de la crête iliaque. Puis ici, la terminaison par des digitations sur le rebord costal. Puis, c'est la terminaison par des fibres tendineuses. C'est l'aponévrose de l'oblique interne que nous allons retrouver dans un instant. Voici ces digitations de l'oblique interne. Et si nous prenons le tendon, eh bien, la direction des fibres tendineuses est dans la prolongation directe des fibres musculaires, c'est-à-dire d'abord oblique vers le haut et le dedans, puis horizontale à la partie basse, et même pour la partie toute terminale, descendante pour la terminaison sur la région pubienne. Donc voici ici ce muscle oblique interne sur une vue de profil. C'est la deuxième couche de la paroi, de ce qu'on appelle les muscles larges. Au point de vue innervation, ce sera à nouveau une innervation par les nerfs intercostaux, métamériques, en gros du 7e, puisqu'ici la partie charnue commence au 7e, du 7e au 12e nerf intercostal. Ici encore, si nous regardons la fonction, vous voyez que nous allons avoir une action, puisque le muscle se termine vers l'avant, une action de flexion du tronc, mais intrinsèque au tronc, c'est-à-dire on rapproche le bord inférieur du thorax, du pelvis, mais ça n'a pas d'influence sur le membre inférieur. Et ensuite, nous allons retrouver dans ce plan frontal, vous voyez, quand les fibres se contractent, on va retrouver une inclinaison homolatérale. En revanche, pour la rotation, vous imaginez une fibre moyenne de l'oblique interne, quand elle se contracte, on fait de la rotation
homolatérale. Donc ici, pour l'oblique interne, ici, eh bien, nous avons de la flexion, nous avons de l'inclinaison homolatérale et nous avons de la rotation homolatérale également, contrairement à l'oblique externe. Si nous superposons les deux côtés, vous voyez que les fibres de l'oblique externe d'un côté sont descendantes vers le bas et le dedans. Mais si vous poursuivez, vous voyez que vous arrivez sur l'orientation des fibres du côté opposé. C'est-à-dire que si on fait ici un petit schéma, on a d'un côté une fibre de l'oblique externe, puis il y a la partie fibreuse ici, mais qui transmet les forces, et puis on a la ligne blanche, et cela se prolonge par une fibre de l'oblique interne du côté opposé. Et donc, bien entendu, comme on a une seule paroi, les éléments vont fonctionner de manière conjointe. Quand on fait de la rotation d'un côté, on contracte l'oblique interne du même côté et l'oblique externe du côté opposé. L'idéal, c'est de faire ces contractions en étant fléchi. Par exemple, en se mettant dans cette position-là, on est fléchi et on vient faire flexion et rotation. Si je fais de la rotation à droite, si je fais de la rotation à gauche, ici, j'ai la contraction du muscle oblique externe droit, rotation contralatérale, et la contraction du muscle oblique interne gauche, qui est rotateur homolatéral. Donc ça, c'est intéressant. En fait, on ne fonctionne jamais que d'un seul côté. On a la complémentarité opposée entre l'oblique interne et l'oblique externe en rotation homolatérale contralatérale. Deuxième point qui est intéressant, c'est que si on regarde ici l'ensemble de la paroi abdominale, ici le rebord costal, très schématiquement, ici la région des épiniliaques, symphyse pubienne et ligaments inguinaux. Je vais mettre ici, comme s'il n'y avait que des fibres musculaires. En fait, bien sûr, les fibres tendineuses ont les directions qui poursuivent les fibres. Vous voyez que nous allons avoir le muscle oblique interne et le muscle oblique externe qui viennent se croiser. Voici l'oblique externe, voici l'oblique externe du côté opposé, et à 90 degrés, nous trouvons les fibres de l'oblique interne. C'est-à-dire qu'il vient se former un maillage musculaire qui ressemble à certains sacs ou certains filets qu'on utilise pour les commissions avec ce même maillage, et c'est quelque chose donc d'extrêmement solide d'un point de vue contrainte et d'un point de vue biomécanique, et ceci contribue à la sangle abdominale, le fait qu'on ait cette opposition à 90 degrés des fibres de l'oblique externe et de l'oblique interne. C'est là encore une fois la nature qui retient la solution la plus adéquate sur le plan biomécanique. C'est à la fois une ceinture donc comme un filet de commission qu'on remplit avec les mailles et qui tient, mais c'est aussi une ceinture dynamique puisque ceci se contractant va maintenir les viscères, et on en reparlera de cette sangle abdominale. Voici pour ces points. Nous pouvons ensuite parler du muscle transverse de l'abdomen. Ce muscle transverse sera dans une couche plus profonde. Nous allons tout de suite le voir sur une vue de profil et nous en reparlerons lorsque nous étudierons la paroi postérieure de l'abdomen, parce que nous le verrons sur une vue interne. Voici ici, nous retrouvons donc la région de la syphose thoracique, lordose lombaire, ici la région sacrale. Voici ici la crête iliaque,
l'épiniliaque antérieur et supérieur, le bord antérieur de l'os, la région de l'os coxal, la région ici de la symphyse pubienne qui est dans le même plan frontal que l'épiniliaque, et voici ici la paroi abdominale. Nous retrouvons donc l'ombilique au niveau de L4, ici sommet de la crête iliaque L4 ombilique, et nous pouvons placer de nouveau, vu en enfilade, le muscle droit de l'abdomen avec un aspect polygastrique et donc la terminaison qui se fait sur la région pubienne et les intersections tendineuses en général 9e arc costal, 10e arc costal et niveau de l'ombilique. Ce muscle transverse va s'insérer par des arcades fibreuses sur les processus transversaires des vertèbres lombales, et principalement de L2 à L5, L2, L3, L4, qui sera au niveau de la crête iliaque, L5. Il y a là donc des arcades fibreuses ou arcades tendineuses qui viennent donner naissance à un tendon aplati, c'est-à-dire une aponévrose. Voici ici le bord inférieur de nouveau du thorax, avec le 10e arc qui forme l'angle. Nous avons à l'origine, et nous le reverrons, je l'ai dit, avec la paroi postérieure de l'abdomen, nous avons à l'origine une aponévrose ici, qui s'insère sur ces arcades tendineuses, sur les transverses, sur les processus transverses ou costiformes des vertèbres lombales, arcade ici. Donc une première partie aponévrotique, puis de cette partie aponévrotique vont naître des fibres qui sont maintenant charnues, horizontales, qui partent de cette aponévrose et vont se diriger vers l'avant. Ce sont des fibres qui sont horizontales, transversale, d'où le nom de ce muscle, muscle transverse. Fibre ici transversale. Puis nous allons trouver, après l'insertion sur cette aponévrose, des fibres qui naissent sur la crête iliaque et qui vont aussi être horizontales, transversales. Puis enfin, nous aurons des fibres vers le bas qui auront un aspect légèrement descendant. Fibres sur l'aponévrose, arcade tendineuse, fibre sur la crête iliaque, fibre ici sur le rebord costal, également fibre de type horizontal. Ce muscle plat vient se terminer sur une aponévrose, donc tendon aplati, qui se fait aussi à distance du muscle droit, et c'est ce qu'on appelle, là aussi, la ligne arquée, avec ces fibres ici, du tendon aplati du muscle transverse, qui vient former le feuillet postérieur de la gaine du droit de l'abdomen, comme on le reverra en fin de cours. Voici ici ce tendon aplati. Et voilà les fibres du muscle transverse de l'abdomen, donc très caractéristiques. C'est-à-dire que, globalement, l'insertion musculaire se fait sur le rebord costal, sur cette aponévrose et ces arcades tendineuses de la colonne vertébrale lombaire, mais il n'y a pas de terminaison osseuse. La terminaison se fait sur cette aponévrose, c'est-à-dire ce tendon aplati, et on est sur la gaine du droit et sur la ligne blanche. Et donc, il y a là un entrecroisement avec le côté opposé. Nous sommes là dans une disposition qui pourrait ressembler à celle d'un raphé, c'est-à-dire un raphé médian. C'est l'intersection entre des fibres musculo-tendineuses d'un côté et des fibres musculo-tendineuses de l'autre. C'est ici la couche la plus profonde. L'innervation va également se faire de manière métamérique par des branches des nerfs intercostaux motrices du 5e au 12e. Et il y aura donc ici une possibilité, bien sûr, de compensation, puisqu'il y a de multiples niveaux. Lorsqu'on coupe un nerf, on aura compensation possible par les nerfs voisins. Voici donc pour ce muscle transverse, son innervation. Et au point de vue action, eh bien, dans la mesure où il n'a pas
d'insertion osseuse, il ne va pas avoir de mouvement locomoteur proprement dit. Mais il faut imaginer les fibres horizontales d'un côté, les fibres horizontales de l'autre. La contraction musculaire, c'est un raccourcissement des fibres, eh bien, ça fait rentrer le ventre. C'est le muscle par excellence de la sangle abdominale, puisqu'il n'a que cette action avec ses fibres circulaires horizontales ou hémicirculaires horizontales, et donc il sera là tout à fait important. Quand on rentre le ventre, on contracte l'ensemble des muscles, mais surtout le muscle transverse. Et quand on contracte ces muscles abdominaux, on rétrécit le diamètre de la cavité abdominale, on augmente la pression abdominale et on peut également pousser sur le diaphragme. C'est-à-dire qu'il y a là une interaction entre les mouvements, notamment du transverse, et la respiration. Il y a deux types de respiration. La respiration thoracique, on fait bouger les côtes et l'abdomen ne bouge pas, et la respiration abdominale, où là je vais par exemple utiliser, en expirant, j'utilise la contraction du transverse pour rétrécir mon abdomen qui pousse sur le diaphragme et donc réduit le diamètre de la cavité thoracique, chasse l'air. Donc cette respiration abdominale qui est extrêmement importante aussi. Nous sommes là sur le muscle transverse de l'abdomen, qui est donc un rôle de sangle, c'est-à-dire un rôle de contention, rétrécissement des diamètres de la cavité abdominale. C'est le muscle de maintien, de gainage par excellence. Voici donc ici ces trois couches de muscles larges. Nous allons maintenant compléter cela par quelques petites vues et par les rapports musculaires. Nous reprendrons quelques éléments de façon isolée sur la vue antérieure et nous allons maintenant voir des rapports musculaires. Alors tout d'abord, nous pouvons mettre ici des contours cutanés déjà. Contours cutanés avec ici la paroi latérale de l'abdomen, souvent un repli au-dessus de la crête iliaque, c'est la région du repli qu'on appelait le pli de la taille. Ici, le côté opposé. Et nous poursuivons sous la crête iliaque par l'élargissement vers la région glutéale, membre inférieur. Puis, vers le haut, nous allons avoir la jonction qui se fait avec la paroi thoracique. Nous allons trouver notamment ici l'incisure jugulaire, bord supérieur du sternum, puis nous trouverons l'extrémité médiale de la clavicule qui va nous mener à l'extrémité latérale de la clavicule. Et extrémité latérale de la clavicule qui nous mène à l'articulation acromioclaviculaire et à l'acromion. Voici ici la clavicule qui est plus ou moins horizontale suivant les sujets. Et donc nous allons avoir à présent la jonction avec ces muscles de la paroi thoracique, ce sont les rapports, et nous allons trouver tout d'abord le muscle grand pectoral. Muscle grand pectoral que nous avons étudié avec le membre supérieur. Muscle grand pectoral qui viendra être caché pour sa partie terminale par le muscle deltoïde qui vient former le relief du moignon de l'épaule, comme nous l'avons vu. Voici ici donc ces éléments de rapport. C'est à la fois un rappel, mais aussi bien sûr important. Voici les contours cutanés de la région deltoïdienne. Puis c'est la région moyenne du bras avec triceps, biceps essentiellement. Voici ce muscle deltoïde. Je n'entre pas dans la description détaillée. Nous avons un chef claviculaire ici avec des fibres obliques vers le bas et le dehors. Puis nous avons le chef acromial, qui est un chef multipéné, même si on ne le voit pas éventuellement au premier abord, il faut faire attention pour voir cet aspect multipéné. Voici ici le chef acromial qui est multipéné. Et donc ce muscle deltoïde qui forme un cornet autour de l'articulation scapulo-humérale de l'épaule, et qui sera un puissant muscle abducteur. Puis nous allons trouver le muscle grand pectoral, donc dont le tendon terminal est ici caché. Voici le chef pectoral,
le chef claviculaire, puis voici le chef pectoral, qui va présenter une partie donc sternale supérieure, sternale inférieure, et un faisceau abdominal, chef abdominal, qui est réduit, qui s'insère sur la gaine du droit de l'abdomen. Voici ici donc ce muscle deltoïde que nous avions étudié, qui est à la fois un muscle de la paroi du tronc, paroi thoracique, et un muscle du membre supérieur, qui sera adducteur, qui rapproche le membre supérieur vers la ligne médiane, vers le dedans. C'est un muscle qui présente un bord inférieur épais, libre et que l'on sent bien sous la peau. C'est la paroi antérieure de la fosse axillaire. Pourquoi est-ce que le bord inférieur est épais? Parce qu'il y a un tour de spire dans des fibres du chef sternal inférieur par rapport au chef sternal supérieur, comme nous avions pu le voir. Voici ici donc ces rapports, et il existe ce petit chef abdominal du grand pectoral que nous trouvons ici, s'insérant sur la gaine du muscle droit de l'abdomen. Voici le muscle grand pectoral. Nous pouvons éventuellement placer l'ombre ou l'origine du muscle grand pectoral de l'autre côté, que nous aurons donc ouvert ici pour voir l'origine du muscle droit de l'abdomen. Voici ici ces éléments. Nous pouvons placer le repère ici du mamelon, qui correspondra chez la femme aussi à la région mammaire. Nous pouvons également mettre ici donc le bord latéral de la paroi thoracique et y trouver un muscle qui forme la paroi médiale de la cavité axillaire, de la fosse axillaire comme nous l'avons vu, qui est le muscle dentelé antérieur, qui naît par 9 digitations sur les 9 premières côtes, donc de la première à la 9e, et donc pour 4 ou 5 digitations, vient ici s'encastrer avec les digitations de l'oblique externe. Et ceci est caractéristique, donc sur quelqu'un de relativement sec, vous allez voir ici ces dents du muscle dentelé antérieur qui viennent s'intriquer avec les digitations d'origine du muscle oblique externe. Nous pouvons rappeler que le bord latéral du tronc vers le haut, du thorax vers le haut, est formé non pas par le thorax, mais est formé par le muscle grand dorsal que nous trouverions ici. Voilà le bord latéral du muscle grand dorsal. Donc, nous pouvons également évoquer vers le haut les régions appartenant au cou, avec ici le sternocléidomastoïdien et son tendon, partie sternale, partie claviculaire, et puis ce sera la région du muscle trapèze. Donc voici ici les contours du cou. Puis nous avons ici le tendon caractéristique du muscle sternocléidomastoïdien, c'est le chef sternal. Puis nous avons ici, on peut mettre ça en ocre, nous avons ici le sternocléidomastoïdien, que l'on voit bien, repère du cou, avec le chef sternal qui est le plus visible, le chef claviculaire qui est rubané, moins bien visible, et ici nous sommes sur la partie antérieure du muscle trapèze qui vient se terminer sur la clavicule. Voici donc pour ces rapports musculaires, nous pouvons rappeler ici les différents éléments. Donc ici, sternocléidomastoïdien, ici le trapèze, ici le deltoïde, le grand pectoral, ici l'oblique externe, ici le dentelé antérieur, le grand dorsal, et ici le droit de l'abdomen et l'oblique interne. Si nous reprenons ces éléments sur cette vue, nous pouvons voir ici l'intrication qui se fait de l'origine du dentelé antérieur. On l'a dit, 9 digitations, muscle qui vient s'enrouler
autour de la cage thoracique et se terminer sur la scapula. C'est le bord médial de la face antérieure de la scapula. Voici ce muscle dentelé antérieur que nous avons vu avec les régions de l'épaule, muscle dentelé antérieur, et donc cette intrication caractéristique. Si on fait une dernière petite vue de profil ici, eh bien nous allons retrouver la syphose thoracique, la lordose lombale, la syphose sacro-coccygienne, ici le bassin avec l'épine iliaque antérieure et supérieure, le bord antérieur de l'os, la région pubienne, ici la paroi antérieure de l'abdomen, la région de l'ombilic au niveau de la crête iliaque L4. Nous pouvons replacer ici le muscle droit de l'abdomen avec ses intersections tendineuses et sa terminaison sur la région pubienne. Et nous allons maintenant placer le grand dorsal qui vient s'insérer sur le fascia sacro-lombal et qui a des fibres qui remontent ici obliquement vers le haut. Voici ce muscle grand dorsal qui est le plus superficiel à ce niveau et qui vient donc recouvrir en partie et le muscle dentelé antérieur et l'origine du muscle oblique externe. Voici le départ donc de ce muscle grand dorsal qui va remonter vers le bras et se termine sur l'humérus. Et ici, la partie aponévrotique du muscle grand dorsal, c'est l'aponévrose du grand dorsal, tendon d'origine, qu'on appelle aussi fascia sacro-lombaire. Une partie du grand dorsal s'insère ici sur la partie postérieure de la crête iliaque. Et vous voyez que, et on le reverra avec la paroi postérieure, que l'origine de l'oblique externe est maintenant cachée, sauf au niveau ici d'un petit triangle qu'on appelle le triangle de Jean-Louis Petit, et dont nous reparlerons, et qui est une zone de fragilité, de possible hernie à ce niveau. Donc voici l'oblique externe en rose, et nous voyons donc l'apparition, et nous le comprendrons mieux en étudiant la région postérieure. Vous voyez ici ce petit triangle qui apparaît entre grand dorsal, crête iliaque et oblique externe. Et voici ici le dentelé antérieur en violet. Nous avons donc là ce triangle, vous voyez, qui est formé par la crête iliaque, en agrandi, crête iliaque. Ici, le grand dorsal, c'est un triangle qui est postérolatéral, et ici, l'oblique externe. Et à ce niveau, que va-t-on trouver? Eh bien, on voit en profondeur l'origine de l'oblique interne qui est sous-jacent. Donc là, on est sur la crête iliaque, et en profondeur, nous voyons apparaître ici, eh bien, de l'oblique interne, dans ce petit triangle, nous le reprendrons, qu'on appelle le triangle de Jean-Louis Petit. Voilà donc pour ces éléments. Nous allons terminer en reprenant quelques points de détail et de fonction. Premier point, ce sont ces intersections tendineuses, et effectivement, il vient se constituer une structure particulière, puisque quand on prend les deux côtés, on a ces rectangles successifs qu'on appelle classiquement, en français on dit souvent la tablette de chocolat, et en anglais on appelle ça le six-pack, comme un paquet de 6 bouteilles. Donc ceci est bien sûr un aspect important. Je refais juste ici un petit schéma très réduit. Voici ici le rebord thoracique, voici ici les épines iliaques, voici ici la région du pubis et du ligament inguinal, et voici donc ces muscles droits de l'abdomen qui
sont des rubans, droit et gauche, larges en haut qui rétrécissent un peu vers le bas, et comme on l'a dit, quand on prend les deux côtés, nous arrivons ici à cet aspect caractéristique sur quelqu'un de sec, c'est-à-dire la succession des intersections tendineuses. Je vous ai dit, ce n'est pas obligatoirement symétrique. Ici, je représente quelque chose de symétrique, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est même loin d'être toujours le cas. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on ne voit carrément pas parce qu'il y a du tissu adipeux. Nous avons ici la région de l'ombilic, ombilic, L4, et voici ces muscles. Donc cet aspect caractéristique de tablette de chocolat ou six-pack en anglais. C'est quelque chose qui est bien sûr recherché souvent, ceci parce qu'il y a des clichés véhiculés, soit par l'art, soit par la publicité, mais il y a plusieurs éléments qu'il faut ici voir. La première, c'est, nous l'avons dit, pour travailler les muscles abdominaux, ce n'est pas la flexion qui va être la plus importante, flexion du tronc, et surtout pas la flexion du membre inférieur. La flexion du membre inférieur, il faut un muscle qui franchisse l'articulation coxo-fémorale. Or là, nous ne franchissons pas l'articulation coxo-fémorale. Donc, c'est le psoas qui va pouvoir travailler. C'est-à-dire que quand on fait des mouvements purement de flexion, vous travaillez un muscle psoas qui est profond et qu'on ne l'en voit pas. Deuxièmement, ce n'est pas la musculation de ce muscle qui va faire apparaître ces intersections tendineuses, mais c'est bien le tissu adipeux. À partir du moment où vous avez du tissu adipeux par-dessus, 1 cm, 2 cm, 3 cm, ça va disparaître. Donc, il ne sert à rien de travailler les muscles abdominaux pour avoir cet aspect-là si vous avez du tissu adipeux. Première étape, c'est le tissu adipeux qui doit disparaître. Ensuite, un point suivant, c'est que génétiquement, il y a des gens chez qui le derme est adhérent aux intersections tendineuses. Et donc, quand on prend du tissu adipeux, le tissu adipeux va remplir les espaces correspondant au ventre musculaire, mais la peau va rester adhérente à l'intersection, ce qui fait qu'on aura, même avec du tissu adipeux, on aura quand même des sillons, donc on aura une forme de dessin. Certains n'ont pas cette adhérence et, bien sûr, n'arriveront jamais au même résultat. Le dernier point, et ceci va revenir de la petite coupe que nous avons fait ici, on va l'agrandir un tout petit peu ici. Nous avons donc le muscle droit, ici, muscle droit, qui est dans une gaine. On va revoir la gaine dans un instant de manière détaillée. Je représente juste ici les éléments, qui est donc ici dans une gaine fibreuse, inextensible, la ligne blanche, le côté opposé. En superficie, je vous rappelle qu'il y a le fascia superficialis que nous avons vu la dernière fois. Puis ensuite, nous avons la peau et nous avons plus ou moins de tissu adipeux. Tissu adipeux que voici, tissu adipeux qui est vascularisé comme le sont les muscles. Beaucoup de gens imaginent qu'en faisant des flexions de l'abdomen, ils vont perdre la graisse qui est à ce niveau. Mais ça n'a pas de sens. Où est utilisée la graisse? La graisse est utilisée par le biais de la circulation sanguine dans la contraction musculaire. Mais le sang qui arrive au muscle droit de l'abdomen quand vous le contractez est un sang qui vient de la circulation générale, c'est-à-dire aorte, puis ensuite artère épigastrique. Mais vous ne puisez pas vos réserves adipeuses de ce qui est en regard de la région. C'est-à-dire que vous n'avez pas des vaisseaux qui vont du droit, qui traversent la gaine et qui vont puiser ici. C'est-à-dire que quand vous travaillez les muscles droits de l'abdomen, c'est bien des lipides de l'ensemble des 5 litres du sang que vous utilisez, sang qui tourne partout. Et ça veut dire que quand vous puisez dans la masse graisseuse, vous puisez dans la masse graisseuse aussi bien au niveau des joues, qu'au niveau des mains, qu'au niveau des pieds et au niveau de la région abdominale. Donc, l'idée qu'en faisant ces mouvements de contraction, vous allez perdre de la graisse qui est ici, est un non-sens absolu. Et il y a même un certain nombre de systèmes qui jouent là-dessus, vendus commercialement, qui jouent là-dessus, mais ça n'a pas de sens anatomique. Vous allez perdre dans le compartiment global
de l'organisme. Et en fait, en contractant les mains, vous perdez autant de graisse au niveau des joues qu'au niveau de l'abdomen. Ce n'est pas parce que vous contractez le muscle à un endroit donné que vous perdez la graisse à l'endroit donné. Vous pouvez travailler les biceps, vous allez puiser dans la graisse, en perdre partout, mais pas simplement la graisse qui est dans le biceps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent comme erreur. Après, dernière erreur qui est faite, il y a des appareils qui sont proposés dans le marché où vous voyez des gens, en général, ils sont devant la télévision, souriants, et ils ont des électrodes sur le ventre qui vous offrent une paroi abdominale magnifique. On voit toutes les intersections tendineuses, la tablette de chocolat, le six-pack. Mais ici encore, les gens imaginent que ça fait perdre de la graisse en regard. On contracte le muscle, bon, très bien, mais ce n'est pas pour ça qu'on perd de la graisse en regard. Donc les résultats sont souvent très décevants. Et surtout, il faut rappeler une chose, ces contractions musculaires vont contracter d'autres structures musculaires. Il y a notamment des structures musculaires lisses. Et chez la femme, il y a au niveau de la partie basse de l'abdomen, derrière les droits, vous avez notamment l'utérus et les trompes, qui sont du tissu musculaire et qui se contractent par définition, puisque vous envoyez une impulsion. Eh bien, il y a toute une série de cas rapportés, avec bien sûr des plaintes, de femmes qui sont ensuite stériles par fibrose des trompes, car en effet, ni les trompes ni l'utérus sont faits pour avoir des contractions répétées. Donc, prudence sur ces systèmes et surtout, il faut rester rationnel dans ces interprétations. Nous allons encore voir à présent la constitution de la gaine des droits de l'abdomen par deux schémas qui nous permettront de terminer ce cours. Donc ce seront deux schémas agrandis de ce que nous avions fait et nous allons prendre un seul côté nous suffira. Voici ici sur la partie haute, nous avons ici le ruban musculaire du droit de l'abdomen. Donc en section horizontale, toujours une orientation internationale. Donc ici, muscle droit de l'abdomen. Et nous allons trouver trois couches concentriques qui sont donc, et je garde les mêmes couleurs, qui sont l'oblique externe, ici je vois que j'ai mis un I, c'est un E, qui sont l'oblique externe, donc qui n'est pas le plus épais et qui va être ici mis en rose, à peu près 3 mm d'épaisseur, oblique externe. Puis, nous avons l'oblique interne que nous avons mis en bleu, qui est plus épais, environ 5 mm. Oblique interne et en rose, c'est bien oblique ici externe. Et la couche la plus profonde, qui est le muscle transverse que nous avons mis en violet et qui est de nouveau relativement fin. Il se termine sur ces tendons aplatis, aponévrose. L'aponévrose ou tendon aplati de l'oblique interne va constituer le feuillet antérieur de la gaine du droit de l'abdomen. Puis ce sera la ligne blanche et puis la gaine du côté opposé. Donc, feuillet antérieur. Le tendon aplati de l'oblique interne va, lui, se diviser en deux, se bifurquer, va participer donc au feuillet antérieur de la gaine du droit de l'abdomen et va participer au feuillet postérieur de la gaine de l'abdomen. C'est une gaine donc fibreuse, inextensible. Et puis nous arrivons là, sur la ligne blanche, soit partie rubanée, soit partie linéaire, et nous sommes dans la gaine du côté opposé. Nous verrons que cette ligne blanche est une zone de fragilité, nous en reparlerons dans un prochain cours. Bien entendu, il y a moins d'espace que je le représente ici, les éléments sont toujours presque en contact. Donc ici, nous avons le transverse en violet, et ce transverse va, lui, participer par son tendon, par fusion des tissus, va participer au feuillet postérieur de la gaine du droit de l'abdomen. Donc gaine du droit, on dit parfois la gaine des droits, par ces trois tendons, dont l'oblique interne qui bifurque. Et je vous rappelle que donc en périphérie, nous allons avoir ici le fascia superficialis, qui vient être accolé au fascia de l'oblique externe,
et je le représente séparé, mais il y a un accolement à la gaine du droit de l'abdomen et à la ligne blanche. Là, l'ensemble est fusionné. C'est un peu une vue de l'esprit de les séparer, mais ce sont bien des origines différentes. Puis, à l'intérieur, nous trouvons le fascia du muscle transverse, fascia transversalis. Donc le fascia, c'est l'enveloppe d'un muscle, l'aponévrose, c'est le tendon aplati d'un muscle. Et ce fascia transversalis va recouvrir le feuillet postérieur de la gaine. Là aussi, je les présente séparés. En fait, il y a toujours une fusion des tissus fibreux et le côté opposé. Et puis ensuite, eh bien, nous trouvons le plan cutané, ici, plan cutané avec plus ou moins de tissu adipeux. Nous sommes sur le sillon latéral du ventre, c'est le bord latéral du droit de l'abdomen. Le sillon médian du ventre, c'est la ligne blanche. Ici, sillon médian de l'abdomen, ligne blanche. Ici, sillon latéral de l'abdomen que nous avons vu la dernière fois. Le sillon latéral de l'abdomen est formé par le bord latéral du muscle droit de l'abdomen. Donc voilà ce qui se passe au-dessus du promontoire. Promontoire, on va dire, on est à peu près au niveau des épines iliaques. Nous pouvons aussi rajouter juste les éléments peut-être vasculo-nerveux et rappeler ici que nous allons notamment trouver un axe vertical avec l'artère épigastrique, inférieure ou supérieure, 2 veines épigastriques qui cheminent ici dans la gaine du droit de l'abdomen, en général en arrière du muscle. Nous pourrons rappeler aussi l'existence du péritoine, qui serait le péritoine pariétal, qui est accolé à la région, que je mets ici en vert clair. Donc voici ces éléments sur la partie supérieure. On peut aussi encore évoquer le plan nerveux. Les nerfs vont cheminer entre l'oblique interne et le transverse. Voilà où cheminent les nerfs que nous avions représentés la dernière fois, et nous en reparlerons avec la région du plexus lombal. Nous pouvons maintenant voir ce qui se passe en dessous du promontoire. Eh bien, en dessous du promontoire, nous allons retrouver ici un muscle droit de l'abdomen qui est en général un peu moins large et un peu plus épais vers le bas. Voici le droit de l'abdomen. Et sous le niveau du promontoire, c'est-à-dire vraiment la partie basse, terminale, il n'y aura plus que le feuillet antérieur de la gaine du droit. C'est-à-dire que nous retrouvons à ce niveau les 3 plans musculaires qui sont ici l'oblique externe, relativement fin, puis nous trouvons l'oblique interne qui est le plus épais, environ 5 mm d'épaisseur, puis nous trouvons le transverse. Et donc sous le niveau du promontoire, sur ces coupes qui sont donc des coupes horizontales avec la droite ou latérale ici et l'avant vers le haut, donc ici c'est sous le promontoire. Sous le promontoire c'est le bord antérieur, antéro-supérieur de S1, plateau sacré. Et nous allons voir donc sous le promontoire une disposition différente que l'on retrouvera en étudiant le canal inguinal. Eh bien, les 3 aponévroses viennent maintenant passer en avant du muscle droit de l'abdomen. Ici, la ligne blanche, le côté opposé, et il n'y a plus de feuillet postérieur. Donc voici ce qui se passe sous le promontoire. Il n'y a plus de feuillet postérieur et simplement un feuillet antérieur. Et ceci signifie qu'à la face profonde de la paroi, nous n'avons que le fascia transversalis qui tapisse le muscle droit de l'abdomen. Il n'est donc plus engainé sur l'arrière. Et donc on voit presque par transparence, on pourrait dire, le muscle droit de l'abdomen. La jonction entre les deux se fait au niveau du promontoire et forme une ligne, puisque à un moment donné, nous avons le feuillet postérieur, puis nous n'avons plus de feuillet postérieur, et ça forme comme une espèce d'anneau.
et c'est ce qu'on appelle classiquement l'arcade de Douglas. Ceci nous donne à peu près l'aspect suivant. Nous avons la gaine du muscle droit, qui était d'abord complète, ici, puis qui ne se poursuit que par la partie du feuillet antérieur. Ça, c'est la gaine ici complète. Et donc, le niveau où l'on passe d'une gaine complète au feuillet antérieur seul, ici sur une vue qui serait postérieure, ça, c'est ce qu'on appelle l'arcade de Douglas, et qui se voit bien sur le versant interne de la paroi abdominale que nous retrouverons. Voilà, nous avons presque fini. Je vais encore regarder et faire un ou deux arcades de Douglas, un ou deux commentaires sur ce cours et ses muscles. Ici, nous pourrions reprendre le plan cutané. Donc, nous reverrons cela avec certains détails. C'est notamment le détail du canal inguinal, ici, que nous reprendrons. Les points faibles de la paroi, la ligne blanche, la région ombilicale, puis ensuite nous ferons la région postérieure. Dernier petit point encore qu'on peut noter, puisqu'on parlait des reliefs cutanés. Ici, le bord inférieur de l'oblique externe, vous voyez, vient former un angle. C'est l'angle charnu de l'oblique interne. Donc on a quelque chose ici pour l'oblique interne qui vient, d'un point de vue musculaire, faire quelque chose ici de rectangulaire. Mais lorsque vous regardez soit des statues, soit des sportifs, vous voyez que très souvent, il y a une ligne qui est recherchée et qu'on appelle le V abdominal. Les Anglais ils disent le abdominal V ou V abdominal, qui est une structure, lorsque l'on regarde une région de l'abdomen, ici nous aurons les épines iliaques antérieures et supérieures, et en fait on va voir un relief qui vient ici être marqué et qui vient ici faire un dessin qu'on appelle parfois aussi la lyre abdominale. Voici les régions glutéales, voici la région de l'ombilic, et donc il y a là un relief marqué qui est ce qu'on appelle le V abdominal. Ce V abdominal, plus ou moins ici aigu, est formé par le bord inférieur de l'oblique interne. Et c'est lui le plus épais. Donc, il y a d'une part l'angle charnu, mais je vous ai dit l'oblique externe est assez fin. Ensuite, ce n'est plus que de l'aponévrose très fin et ne peut pas se muscler. Donc, ce V abdominal ici vient du bord inférieur de l'oblique interne qui va être très développé. Puis ensuite, on trouvera les intersections tendineuses des droits de l'abdomen. Voici donc pour ces quelques éléments sur ces muscles de la paroi abdominale et la paroi abdominale antéro-latérale. Je vous remercie pour votre attention.